D'avoir pu me permettre d'intervenir dans ce colloque. Je suis désolée de ne pas avoir pu, assister aux différents échanges hier, mais je compte bien sur les 2 prochains jours pour justement permettre de rattraper les débats en discutant avec chacun d'entre vous. Effectivement, donc, moi je travaille à l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, où j'étudie plus particulièrement sport et géopolitique. Donc autant dire que je suis absolument passionnée par les débats qui ont lieu aujourd'hui. L'idée, on m'a confié la lourde tâche de revenir sur cette Coupe du Monde masculine de rugby organisée en 1995 et d'un peu questionner cet événement et savoir quel est le bilan de cette Coupe du Monde. Il est d'ailleurs assez intéressant de noter qu'à chaque fois que l'on parle de cette Coupe du Monde masculine de rugby, un exemple arrive régulièrement où on a un vrai partage des éléments avec le cinéma, où l'un des premiers réflexes qu'on peut avoir quand on parle notamment avec le grand public, c'est le fait de citer le film Invictus de Clint Eastwood 2009, qui a permis, là encore, de populariser, de remettre en avant cet élément historique qui mêle à la fois sport mais géopolitique et qui permet aussi de revenir sur les tenants et aboutissants de cette victoire dans un contexte extrêmement hollywoodien où tout est scénarisé et où évidemment les points positifs sont très largement mis en avant et visent à sublimer ce moment. Et donc la question aujourd'hui va être un peu de revenir sur ces éléments-là, questionner un peu cet héritage, voir un peu quel est le bilan de cette Coupe du Monde sur ce sujet. Il est d'ailleurs intéressant de noter que ce film, Invictus, qui avait été primé aux Oscars, intervient aussi dans un contexte de forte présence de l'Afrique du Sud sur le contexte sportif, puisque, rappelons-le, en 2010, l'année suivante, l'Afrique du Sud a accueilli sur son sol la première Coupe du Monde masculine, la Coupe du Monde masculine de football, première Coupe du Monde organisée sur le sol africain et première Coupe du Monde organisée donc en Afrique du Sud. Je vais reprendre ici les propos de Jean-Pierre Augustin, qui considérait que le rugby était politique à part entière, mais plus largement. Vous permettez. Ce sera plus simple. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Ah oui, parfait. Ça change tout, parfait. Je disais donc, comme l'écrit Jean-Pierre Augustin, le rugby est politique, et plus particulièrement en Afrique du Sud, où ce rugby est considérablement à une place essentielle dans la société, ce que d'ailleurs répète et développe Julien Migosi dans l'ensemble de ses travaux, qui, je cite, occupe une place essentielle et relève des dimensions culturelles, sociales et politiques qui dépassent largement les cadres du sport, du loisir et du grand spectacle. Et donc on voit aussi à quel point ce sport-là, en plus du foot, en plus d'autres activités sportives, a une place tout à fait particulière. Ce que je vous propose de faire pour essayer de traiter cette question dans les temps impartis, ça va être peut-être de revenir en 3 étapes sur cette question-là. La première, ça va être un petit détour obligé, mais qui me semble essentiel pour essayer de voir un peu l'histoire du pays à travers le rugby et comment est-ce que le rugby s'est développé sur ce territoire. Également revenir évidemment sur le contexte de l'apartheid et des différentes sanctions et du boycott de 1976, dont je remercie M. Policar de n'avoir pas trop dit de mots pour pouvoir vous apporter des éléments complémentaires. Je vous ferai ensuite un focus sur le contexte d'organisation spécifique de 1995 et surtout comment est-ce que cela a permis à encourager la construction d'une nouvelle image à l'échelle internationale grâce au rugby. Et en guise d'ouverture, et pour essayer de répondre plus complètement à la question qui m'a été posée, c'est un peu de savoir quel est le bilan on peut tirer. Julien Migosi, là encore, dans un de ses travaux, avait considéré qu'il s'agissait d'une victoire en faux semblant. Et donc j'essaierai de voir un peu si c'est réellement le cas et revenir sur le bilan de cet événement. Du coup, peut-être pour commencer mon propos, parler du rugby en Afrique du Sud revient évidemment à parler de l'importance de l'Empire britannique dans la diffusion et dans le développement de cette pratique à l'échelle internationale. Évidemment, ils ont été les grands artisans de cette mondialisation inachevée, comme l'explique
Jean-Pierre Augustin, qui a commencé par des pays partenaires avant véritablement de se développer à l'échelle du monde entier et même à des territoires qui ne faisaient pas partie de l'Empire britannique. On peut aussi ici penser au Japon, qui a accueilli il y a quelques années la Coupe du Monde et qui a une forte culture de rugby. On a souvent tendance à l'oublier. Pour essayer de dater un peu la pratique du rugby en Afrique du Sud, il y a deux écoles. Les premiers considèrent que c'est plutôt vers la fin du 19e siècle. D'autres considèrent au contraire que c'est plutôt dans le courant des années 1860-1870, notamment à travers un prêtre à Cape Town qui a popularisé, fait jouer un certain nombre de ses concitoyens à cette pratique. Et véritablement, on a assisté à un développement de cette pratique par différents biais. Les universités, et c'est quelque chose que l'on retrouve d'ailleurs dans la diffusion du rugby à l'échelle internationale, les institutions supérieures, également l'armée qui était très largement sollicitée pour constituer des équipes. Et troisième élément qui me semble important de signaler, ça a aussi été l'organisation de tournois autour de différentes équipes locales, mais aussi nationales, avec des tournois notamment organisés sur le territoire européen qui ont permis de donner une place à ces équipes sud-africaine tout au long du fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle. La fédération, la South African Rugby Board, qui évidemment en 1889 ne rassemblant que les Sud-Africains blancs, a été créée en 1889 et dès le début, on voit que le rugby est politique et on voit à quel point aussi les Britanniques vont réaffirmer leur présence en créant des équipes de missionnaires qui vont aller tout au long sur l'ensemble du pays pour essayer de conforter le rayonnement de l'Empire. Et donc c'est aussi ça qui est particulièrement intéressant. Intervient le basculement avec le XXe siècle et notamment les deux guerres des bourgs entre l'Empire britannique et les républiques bourgs. Et on voit à ce moment-là que les Afrikaners vont comprendre l'importance que peut avoir le rugby d'un point de vue politique, d'un point de vue symbolique. Et donc, il va y avoir une vraie compréhension et une vraie politisation de ce sport. Là encore, c'est Julien Migosi qui explique que par les enjeux et par les discours politiques, il devient une clé de voûte historique de la culture afrikaner et des élites blanches qui, du coup, qu'on a aujourd'hui tendance à oublier, mais qui est vraiment le socle fondateur de l'Afrique du Sud. Donc en gros, tout au long du XXe siècle, on va avoir le rugby qui est le symbole de la réussite des Afrikaners, de la nation sud-africaine principalement blanche. Et d'ailleurs, certains vont même considérer que ce sport, que cette pratique relève plus d'une religion que d'une pratique à part entière. Et est-ce qu'il y a déjà des Noirs qui sont admis ou Bien pas sûr que non. Bien sûr que non, puisque c'est une pratique qui est uniquement, qui est gérée principalement par les élites blanches. Et ça, on aura une hétérogénéité qui interviendra beaucoup plus tardivement. Voilà pour la présentation du développement du rugby à l'échelle du pays. Et puis on va arriver dans une période éminemment politique avec l'arrivée au pouvoir du Parti national réunifié en 1948, qui s'est fait élire sur le concept de l'apartheid et sur le programme d'apartheid qui va véritablement le mettre en œuvre à partir des années 1949-1950. Et là, il va être intéressant de noter qu'il va y avoir une vraie politisation, un vrai intérêt de la communauté internationale sur ce sujet, mais pas uniquement de la communauté internationale politique, mais également de la communauté internationale sportive, où on va avoir un certain nombre de fédérations, de comités olympiques qui vont prendre position sur le sujet. Pour le coup, et pour vraiment montrer à quel point ces deux éléments sont liés, on va avoir notamment un rôle clé de l'Organisation des Nations Unies qui, en 1950, va prendre position pour dénoncer le régime d'apartheid en dénonçant les théories de discrimination qui sont mises en œuvre. Il y a systématiquement des appels qui sont faits au parti à la tête du pouvoir et notamment à Daniel Malan qui est Premier ministre d'Afrique du Sud pour venir arrêter ce régime-là. On a un deuxième temps fort avec le Conseil de sécurité des Nations Unies en 1960 qui invite le gouvernement sud-africain à abandonner cette politique-là. Donc il y a vraiment on passe d'abord
d'une demande, on va dire, tout à fait diplomatique et polie, pour ensuite passer à une demande un peu plus ferme du Conseil de sécurité. Et c'est une escalade qui va se poursuivre, puisqu'en 1968, vous allez avoir une résolution qui va être adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies et qui, je cite, la résolution 2396, qui, je cite, va demander à tous les États et organisations de suspendre les échanges culturels, éducatifs, sportifs et autres avec le régime raciste et avec les organisations et institutions de l'Afrique du Sud qui pratiquent l'apartheid. Et cette résolution, elle est vraiment intéressante pour plusieurs raisons. D'une part parce que elle montre qu'il y a un durcissement du message et de la position de la communauté internationale sur ce sujet. On est passé d'une invitation à une demande formelle à l'ensemble des États et des organisations de se saisir de ce sujet. Et deuxième élément particulièrement important, c'est que on ne se contente plus de rester sur le domaine politique. On ne se contente plus aux États de juste pas avoir de relations bilatérales avec le régime d'Afrique du Sud, mais là, on fait appel aux échanges culturels, éducatifs, sportifs. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de venir aller isoler l'Afrique du Sud sur tous les terrains et pas uniquement le terrain politique. C'est aussi quelque chose qui va être confirmé en 1971 avec là encore une résolution de l'Assemblée générale avec la résolution 2775 qui là aussi va encore monter un peu en densité, puisque, je cite, elle dit qu'elle lance, l'Assemblée générale lance un appel solennel à toutes les organisations sportives nationales et internationales pour qu'elle appuie le principe olympique de la non-discrimination et qu'elle décourage les manifestations sportives organisées en violation de ce principe. Et d'ailleurs, en 1971, l'année est même déclarée par l'Organisation des Nations Unies année internationale de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale par l'ONU. Dernier élément pour terminer avec l'ONU, en 1985, il y a même une convention internationale qui est adoptée, la Convention internationale contre l'apartheid dans le sport, qui va venir être un peu le point final de l'ensemble de ces mesures qui ont été décidées par l'Organisation des Nations Unies. Ce qui est intéressant avec ces éléments-là, je ne suis pas du tout une fan de la première heure de l'Organisation des Nations Unies et je ne connais pas les résolutions par cœur, mais la raison pour laquelle je vous ai cité tous ces éléments-là, c'est parce qu'il y avait vraiment une volonté de la part de l'Organisation des Nations Unies de s'investir sur le sujet, d'appeler, de prendre à témoin un certain nombre d'États, mais également d'organisations sportives internationales. Et d'ailleurs, ces demandes-là vont ensuite être traduites sur le plan sportif, puisqu'il va y avoir des très fortes relations entre l'Organisation des Nations Unies et les fédérations sportives internationales, où on va avoir le CIO qui va exiger du Comité olympique sud-africain des changements politiques à partir de 1963, soit à partir du moment où l'ONU a commencé à sérieusement se penser sur le sujet, avant de finalement l'exclure en 1970. Pareil avec la FIFA, qui va en 1964 écarter la fédération avant de la suspendre officiellement et l'exclure en 1976. Pour venir justement jusqu'à le lien du rugby, il est intéressant de noter, mais ça j'en reparlerai par la suite, que la fédération sud-africaine n'a pas été exclue de la fédération internationale de rugby, alors qui certes était composée de très peu de membres, 8 à l'époque, mais disons qu'il y avait le rugby a toujours une position un peu en écart, un peu à côté des différentes fédérations sportives internationales qui, elles, se sont vraiment mobilisées pour essayer de exclure considérablement le rugby l'Afrique du Sud du cercle sportif. Du coup, dernier élément que je vous ai donné, c'est l'exclusion de l'Afrique du Sud par l'organisation, par la FIFA, et en 1976, qui est exactement au même moment que les Jeux de Montréal, où on peut faire un lien direct avec ce qui a été présenté. Et effectivement, il y a eu une typologie qui a été développée sur les différents types de boycotts. On a eu la présentation du boycott le plus traditionnel qui est présenté par Eric et Catherine Monin, qui est un boycott binaire où un pays A va boycotter un pays B parce qu'il est en désaccord avec sa politique, etc. Vous avez un autre type de boycott, et c'était le boycott de Melbourne, où vous allez boycotter un événement en opposition à la présence par la politique mise en œuvre par un pays. Et le dernier type de boycott qu'on va observer, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est le boycott de Montréal en 1976, où l'idée est pour un pays A
de venir boycotter un pays B, en l'occurrence le Canada, en raison de la présence de l'Afrique du Sud, donc un pays C, en raison de ses relations avec la Nouvelle-Zélande, un pays D. Donc, ce qui fait un petit schéma un peu compliqué à comprendre, mais en gros, l'idée était vraiment par ce biais-là, par cette dynamique-là, de venir opposer sa position et de montrer à quel point on était en désaccord avec la position de la Nouvelle-Zélande, qui avait organisé une tournée sur le sol sud-africain pour rencontrer l'équipe de rugby. Alors il y a plusieurs éléments qui ont été avancés, notamment par la Nouvelle-Zélande, en expliquant que le rugby ne faisait pas partie à l'époque, le rugby à 15 notamment, du programme olympique, et qu'il n'était pas forcément concerné, mais c'est aussi des éléments plus nationaux qui vont donner une importance croissante à ce boycott, avec notamment le massacre de Soweto en juin 1976, qui va contribuer à attirer l'attention internationale sur le sujet, attirer l'attention des médias sur le sujet, et donc sensibiliser aussi à ce qui se passait en Afrique du Sud, qui était peut-être perdu un peu de vue au regard de l'actualité internationale extrêmement dense. Un certain nombre de discussions ont eu lieu au sein de l'Union africaine, au sein du CIO. Certains comités nationaux olympiques africains notamment se sont réunis, et finalement, avec différents rebondissements, il y a finalement 22 comités nationaux qui se retirent des Jeux ou qui refusent de se déplacer là-bas. Alors plus exactement, ce sont 22 comités nationaux, 21 africains et le comité irakien qui décide de se retirer et de participer à ces Jeux en présence de la Nouvelle-Zélande. Donc on a vraiment un vrai lien entre sport et politique qui commence à se développer à partir de 1976. Pour venir maintenant au sujet qui nous intéresse directement, et la Coupe du Monde 95, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a, du coup, au cours de ces années-là, au cours de 1970-80, il y a une vraie volonté d'isoler l'Afrique du Sud sur la scène internationale, comme je vous l'ai dit, à travers un isolement politique, économique, diplomatique, sportif, culturel, universitaire, où tout était véritablement verrouillé. Et puis, certains considèrent que c'est précisément l'ensemble de ces sanctions-là, l'ensemble de ces dispositifs-là qui ont permis la chute du régime d'apartheid. Je serai sans doute un peu plus nuancé pour avoir un peu travaillé sur la question des sanctions internationales, puisqu'on peut évidemment considérer qu'il y a un vrai lien avec ces éléments-là, même si il ne faut pas non plus oublier l'importance de la société civile et donc l'évolution d'un certain nombre de réflexions au sein de la population qui aussi ont amené ce régime à bout de souffle. Je reviens donc au début des années 90 en Afrique du Sud, où on a une vraie accélération des événements avec la libération de Nelson Mandela, l'abolition officielle de l'apartheid le 30 juin 1991 et les premières élections qui vont pas tarder à arriver en 1994 pour être précise. Et ces éléments politiques vont évidemment être suivis par les événements sportifs, avec le CIO qui, dès le 9 juillet 1991, va réintégrer le comité sud-africain, et ce qui va lui ouvrir la porte de toute une série de positions, d'accueil et de participation auxquelles il était alors exclu. Et donc, très rapidement, on va avoir le début d'une réflexion portée par des hommes, plutôt des hommes d'ailleurs, et des femmes sportifs, politiques, pour justement, potentiellement, candidater à un grand événement sportif. Et très rapidement, le rugby arrive sur le devant de la table, et il va y avoir, en mars 92, une première réunion qui va réunir l'ensemble des structures qui travaillaient autour du rugby, et donc de toutes les fédérations ou comités qui étaient investis sur le rugby sous le nom de la South African Rugby Football Union, qui va ensuite devenir la SARU. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en avril 92, le premier déplacement officiel de cette fédération nouvellement créée d'Afrique du Sud, elle va avoir lieu en Nouvelle-Zélande. Donc le clin d'œil avec 1976 est assez intéressant. Et justement, d'une part pour une tournée sportive, mais aussi pour une réunion
du board de la Fédération internationale qui devait décider de la prochaine organisation de la Coupe du Monde 1995. Face à cette situation, et alors que, il faut le rappeler, la Coupe du Monde était très jeune à l'époque, on parle aujourd'hui de méga événement sportif international, où à l'époque c'était plutôt quelque chose de très récent. Il y avait eu 2 éditions auparavant, 1987-1991 pour les masculines et 91 pour les féminines. Il y a cette volonté de peut-être faire passer un nouveau cap à cette jeune organisation. Et pour ce faire, il y a 3 candidatures qui sont soumises au board. La candidature de l'Argentine, la candidature du Canada et la candidature de l'Afrique du Sud, puisqu'il avait été décidé pour cette organisation de 95 de ne donner l'accueil qu'à un seul pays, à la différence des 2 autres éditions qui avaient été organisées par 2 pays conjointement. Et donc, il y a une double volonté. D'une part, de montrer à quel point cette Coupe du Monde 95 sera particulièrement importante, puisque ce sera la première qui entrera, 1, dans le domaine économique, 2, dans le domaine organisé par un seul pays, mais aussi avec une situation, une image qui serait extrêmement intéressante. Et Marcel Martin, dans ses mémoires, explique à quel point il y a eu un espèce d'engouement sur le sujet, et que au final, l'Argentine et le Canada, en dépit de leur volonté d'accueillir cet événement sportif, se sont retirés au profit de l'Afrique du Sud, compte tenu de la dimension que cela pouvait avoir. On fait spontanément ou sous la pression? Vous savez, la spontanéité dans le domaine du sport est toujours toute mesurée, notamment sur un contexte politique particulier, mais ils ont en tout cas bien senti qu'il y avait là sans doute quelque chose à faire sur ce sujet. Donc on a donc cette Afrique du Sud qui est donc désignée pour la première fois comme pays hôte d'une compétition sportive internationale de cette ampleur-là, dans un contexte politique qui là aussi n'est pas si rose qu'on le prétend. Certes, la fin de l'apartheid a été décrétée, mais il y a un certain nombre encore d'incidents extrêmement graves qui interviennent. Il y a eu des manifestations qui ont été très violemment réprimées, des oppressions politiques extrêmement fortes, et il y a même un incident lors d'un match de rugby, lors d'une tournée des All Blacks, où la minute de silence en hommage des victimes de ces manifestations réprimées est complètement et constamment interrompue, et même plus de manière encore plus grave. Il y a un chant, hymne de la communauté afrikaner, et des drapeaux nationalistes qui sont un chant qui est évidemment chanté, un hymne qui est chanté, et des drapeaux qui sont brandis. Et donc à ce moment-là, à la fois les organisateurs sud-africains, mais également les organisateurs de la Coupe du Monde, comprennent à quel point le chantier va être long, et il va s'agir de travailler fortement sur ces sujets-là. Du coup, si on s'intéresse maintenant à la question, le contexte d'organisation à quelques mois à peine avant le déroulé de cette Coupe du Monde, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un événement relativement jeune. On ne savait pas à l'époque, en 1987, quand il avait été lancé, si c'était quelque chose qui allait se pérenniser dans le temps, ou si au contraire ça allait rester quelque chose de un peu exceptionnel. Et il est aussi intéressant de noter qu'en 1980, alors que, comme je vous l'ai dit, il n'y avait que 8 fédérations membres au sein de la Fédération internationale en 1987, ce chiffre va monter à 62 en 1994, et il va y avoir une vraie mondialisation, démocratisation du rugby à l'échelle internationale. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que ça n'était pas uniquement dans la région européenne ou latino-américaine, mais vraiment à l'échelle internationale. Il y a un autre élément qui est vraiment intéressant et qui est aussi une source de pression considérable pour les organisateurs sud-africains, c'est la médiatisation de cet événement. En 1987, cet événement il avait été retransmis sur 17 territoires. En 1995, un certain nombre de contrats ont été passés de diffusion, et ce chiffre va être monté à 124 territoires, là aussi répartis sur les 5 continents. Donc il montre aussi à quel point c'est une machine qui est en train de se développer, c'est une machine qui est en train de prendre son envol, et qu'il est aussi important de ne pas rater cet événement-là, puisqu'on sait à quel point symboliquement cela est fort, mais aussi d'un point de vue économique, puisque comme il a été dit tout à l'heure, le politique et l'économie ne sont jamais très loin. Et donc petit à petit, dans les mois qui vont précéder cette
cette organisation, il va y avoir une vraie mobilisation politique autour du rugby. D'ailleurs, en 1994, lors d'une réunion, le parti, l'African National Congress, considère le sport comme un facteur clé pour l'avènement de la nouvelle société sud-africaine à travers le Reconstruction and Development Act. Et donc, ils vont véritablement vouloir investir dans le domaine du sport. Il va y avoir différents choix qui vont être possibles et le rugby apparaît comme une des hypothèses intéressantes qui peut paraître un peu étrange puisque ça n'était pas forcément le sport le plus populaire, le sport le plus pratiqué, mais il était intéressant de miser sur ce sport-là et considérer que l'accueil de cette compétition sportive internationale, avoir les yeux du monde braqués sur le pays, pouvait permettre de faire avancer l'agenda politique et donc de permettre de venir, on va dire, faire un bond à un certain nombre de choses qui pouvaient traîner par différents égards. Et donc on va voir dans la politique, d'un point de vue sémantique aussi, un certain nombre de concepts se développer. On va voir la nation arc-en-ciel, l'expression de la nation arc-en-ciel qui va devenir vraiment populaire à partir de 1994, ou même pareil, l'expression, le slogan de l'équipe de rugby, One Team, One Country, qui va aussi va avoir tendance à se développer. Il va aussi y avoir un autre élément en 1994, c'est l'élection de Nelson Mandela à la tête de l'Afrique du Sud et qui va rapidement se comprendre qu'il va y avoir là sans doute un rôle essentiel pour lui à jouer et surtout ça va être un événement qu'il ne va pas falloir rater. Il va y avoir, à vrai dire, on pourrait l'analyser de cette façon-là, un triple objectif à cette Coupe du Monde dans l'esprit de Nelson Mandela. D'une part, à l'échelle internationale, contribuer à renforcer la nouvelle image de l'Afrique du Sud, laisser dans le passé ce qui avait pu être connu au cours des années précédentes, se détacher de l'image d'un pays sous apartheid et donc de vraiment construire une nouvelle image de l'Afrique du Sud post-apartheid, mais également à l'échelle interne, à l'échelle nationale, où d'une part, d'un point de vue politique, ça va être de tendre la main aux populations blanches, aux élites blanches, aux afrikaners qui pouvaient être potentiellement inquiètes de son arrivée au pouvoir, et donc ça pouvait être une façon de commencer à travailler sur ce sujet. Et deuxième élément, et ça c'est aussi perçu à travers la popularité et la popularisation de ce slogan One Team, One Country, d'unir le pays derrière une équipe, ce qui n'était clairement pas chose aisée, et notamment on s'en rend compte à travers l'ouverture de certaines archives au cours des dernières années qui montrent à quel point il y avait encore une très forte réticence de la part à la fois du monde du sport mais aussi d'un certain nombre de parties prenantes de s'engager derrière cette équipe de rugby. Et donc on va avoir par cette organisation de Coupe du Monde là une vraie en fait, les prémices de ce qu'on va appeler de ce qu'on appelle aujourd'hui une diplomatie sportive, c'est-à-dire que par le prisme de l'accueil d'un grand événement sportif international, on va pouvoir donner une image à l'échelle internationale de son pays, pouvoir construire un récit sur ce que est désormais l'Afrique du Sud. On sait ce qu'il a été et maintenant on veut arriver à se projeter sur la suite. Il y a évidemment l'accueil de ce grand événement sportif international, mais il y a aussi la question de la performance. Et à ce titre, évidemment, parler de la Coupe du Monde sans parler de la victoire finale des Springboks contre la Nouvelle-Zélande en finale serait évidemment une faute. Et donc, il va aussi y avoir, ça va aussi servir le récit que de revenir sur l'équipe, la difficulté qu'elle a pu rencontrer d'un point de vue purement sportif dans les matchs qui ont précédé cette Coupe du Monde. C'était quelque chose qui était très compliqué. Il y avait eu beaucoup de matchs assez médiocres de la part de cette équipe. Et puis finalement, il y a vraiment eu une montée en puissance, notamment autour d'un certain nombre de joueurs, et notamment le capitaine François Pinard, qui va être un peu l'incarnation de ce rugby et de cette nouvelle équipe. Et on sait à quel point il y a pu avoir des relations intéressantes entre lui et Nelson Mandela pour contribuer à ce récit total. Il y a aussi un autre élément qui est particulièrement intéressant si on juste se focalise sur la question de la fin de cette Coupe du Monde qui s'est terminée avec la remise du trophée sur le terrain d'Ellis Park avec, on l'a tous en tête, Nelson Mandela avec sa casquette, son maillot floqué du numéro 6, du numéro du capitaine sud-africain. Et surtout, ce qui a aussi été intéressant et ce qui était d'ailleurs mis en avant par un certain nombre de journalistes présents sur place, c'était l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans le stade, où il y avait
alors une mixité qui n'était pas encore complètement totale, mais il y avait une vraie ferveur populaire, à la fois pour l'équipe, mais aussi à la suite d'un discours qui a été prononcé par Nelson Mandela, et justement qui a montré que peut-être ce pari-là de convaincre que c'était véritablement une équipe, un pays, arrivait à être particulièrement convaincu. Ce qui est par contre assez intéressant, et ça là encore c'est dans les mémoires de Marcel Martin qu'on le retrouve, une fois ce succès accompli, il y a eu aussi des choses derrière cette image extrêmement positive et cette image d'Épinal qui est montée. Il y a eu évidemment un certain nombre de choses dont je parlerai tout à l'heure, mais un élément, une anecdote qui est assez intéressante, qui est juste après la fin de cette finale, un banquet est organisé avec les différents parties prenantes du rugby international. L'équipe d'Afrique du Sud tarde à venir, et puis finalement c'est le président de la fédération nationale de rugby qui prend la parole, Louis Flick, et qui explique à quel point il est fier de cette équipe, ce qui est somme toute tout à fait normal, mais surtout qu'il est particulièrement fier de remporter la première Coupe du Monde organisée de l'histoire, puisque si l'Afrique du Sud n'avait pas participé aux précédentes, elle ne pouvait pas véritablement avoir existé. Et donc, ce qui a donc provoqué un petit incident diplomatique entre les différentes délégations, certains membres, notamment néo-zélandais, n'étant pas particulièrement touchés par ce message, et un début de bagarre avait été évité juste avant la réception officielle. C'est une anecdote, mais qui, à mon sens, représente aussi beaucoup de l'image peut-être un peu contrastée qu'on peut avoir. Du coup, j'en viens véritablement à la question qui sera sans doute une question d'ouverture. Et puis, là encore, on se rend compte que cette question de la Coupe du Monde de rugby, et je reboucle avec Invictus, le film Invictus qui était mentionné, a été scénarisé, considérablement romancé, parfois trop, mais qui a quand même un bilan qui me semble intéressant à distinguer à plusieurs égards. Je reviendrai sur 3 points. Le premier point, c'est d'un point de vue sportif, purement sportif, l'Afrique du Sud, au regard des différentes années précédentes, a fait son grand retour sur la scène sportive, sur la scène du rugby, et donc elle a pu s'imposer aussi avec par des succès sportifs qui ont réussi à la remettre sur le devant de la scène, pas pour les mauvaises raisons, mais cette fois pour des raisons plutôt très positives, chose qui a en plus été confirmée lors des années qui ont suivi, puisque en 1999, lors de la Coupe du Monde, elle termine 3e de la Coupe du Monde en battant les All Blacks pour le match pour la 3e place, même si, et effectivement il faut le souligner, l'Afrique du Sud sera éliminée dès les quarts de finale en 2003, venant un peu interrompre cet élément-là. Même si, là encore, on a vu à quel point le rugby a encore aujourd'hui une part extrêmement importante, au regard notamment de la dernière victoire lors de la Coupe du Monde masculine en 2019 au Japon, où on a véritablement vu c'est particulièrement distingué par les qualités athlétiques, tactiques qu'elle a pu développer. Deuxième élément qui me semble aussi important de souligner, et ce qui est en lien avec les deux éléments précédents, c'est l'intérêt, l'importance du développement de cette diplomatie sportive sud-africaine autour du rugby, mais pas uniquement. Et donc on a vu, à ce niveau-là, si on fonctionne de manière binaire, est-ce que c'était une opération réussie ? Oui, puisque l'image, le visage de l'Afrique du Sud, pendant cette compétition sportive, a été clairement redoré. Pendant un temps, on a laissé de côté le massacre de Soweto, on a laissé de côté l'apartheid qui désormais appartenait au passé, et qu'il y avait une vraie volonté de reconstruire quelque chose de nouveau. Il ne s'agissait pas d'oublier ce qui avait été passé, mais plutôt d'écrire un nouveau chapitre, et cette fois de manière ensemble. Et à ce titre, d'un point de vue lexical, l'ensemble des efforts qui ont été faits à la fois par la fédération de rugby, mais aussi par un certain nombre de joueurs, vont clairement en ce sens-là. En revanche, et c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête, c'est évidemment
arriver à se détacher de cette image d'Épinal qu'il peut y avoir en considérant que ça y est, tout était passé, que désormais c'était une nation véritablement arc-en-ciel qui jouait. Il est important de souligner qu'en 1985, il n'y avait qu'un seul joueur de couleur parmi le 15 qui a concouru la contre-union, Chester Williams, et qui lui-même, dans ses mémoires, a considéré, a rappelé que c'était un contexte très compliqué pour lui, qu'il lui arrivait parfois d'être isolé, mais mis à l'écart, ne pas pouvoir prendre certains transports, ne pas aller pouvoir se rendre à certaines conférences avec ses camarades, tout simplement en raison de sa couleur, et donc qui montre encore à quel point on a sans doute passé une patine un peu trop brillante sur 1995 en oubliant d'interroger un des principaux acteurs, qui était Chester Williams. Et plus largement sur la question de cette nation arc-en-ciel dans le domaine du rugby, Julien Migosi, que je vous ai souvent cité, qui est géographe et spécialiste de l'Afrique du Sud, a beaucoup travaillé sur cette question-là, et notamment il a une conclusion qui est assez terrible, qui considère à dire que pour lui, le rugby a parfois plus divisé qu'il n'a au contraire rassemblé, avec cette espèce d'exception qui a pu avoir lieu en 1995, où derrière, est-ce qu'il y a eu un meilleur sentiment de vivre ensemble au sein de l'Afrique du Sud? Cela n'est pas dit. Est-ce qu'il y a eu plus de joueurs qui ont pu être sélectionnés? C'est quelque chose qui était encore très, très compliqué. Et d'ailleurs, on a vu au cours des dernières années une multitude de polémiques revenir, notamment par la Fédération de rugby ou par le ministère des Sports, qui appelaient à la mise en place de quotas pour faire évoluer au sein de les équipes des joueurs qui étaient considérés non blancs. Et derrière, j'utilise le terme polémique à escient, puisque l'idée c'était de fixer des objectifs à très court terme en considérant que l'année suivante, il fallait qu'il y ait X% de joueurs de couleur qui soient présents sur le terrain, ou sinon des conséquences politiques, des conséquences sportives pourraient être prises contre cette décision. En réalité, il est, à mon sens, particulièrement déplacé de raisonner dans ces termes, puisque le fait de pratiquer le rugby à haut niveau ne s'improvise pas. C'est directement lié avec des investissements qui sont faits au sein des écoles de rugby, au sein des collèges, au sein des universités, qui vont permettre de faire émerger ces différentes personnalités. Et donc raisonner en termes de quotas, peut-être quelque chose d'intéressant, mais en tout cas, il est nécessaire de raisonner à l'échelle d'un temps beaucoup plus long et ne pas considérer que c'est quelque chose qui va arriver d'un claquement de doigts, où on va avoir un première ligne, un talonneur ou un arrière qui va être du jour au lendemain arrivé avec des capacités physiques extrêmement importantes, surtout s'il n'a pas été détecté, accompagné et porté avec l'équipe nationale, avec les équipes de jeunes, puis les équipes nationales derrière. Et d'ailleurs, il est intéressant de souligner la difficulté de ce sujet, la persistance de ce débat au sein des différentes institutions sud-africaines, où en 2019, là encore, on posait la question à Siya Kolisi, qui était le capitaine, qui est encore le capitaine des Springboks, de savoir un peu où est-ce qu'en était cette sujet-là. Et lui, il répondait que pour lui, à titre tout à fait personnel, il souhaitait ne pas être sélectionné en raison de sa couleur, mais plutôt pour les qualités exceptionnelles qu'il a pu développer sur le terrain et qui le maintiennent aujourd'hui au plus haut niveau. Donc là encore... La question, c'est donc du coup, est-ce que les écoles de rugby se sont ouvertes aux petits noirs à ce moment-là ou pas? C'était ça, ce que vous êtes en train de dire. Tout à fait. Et en fait, la réalité, c'est qu'il y a eu très peu d'investissements qui ont été faits. Donc le ministère des Sports et notamment un certain nombre de personnes au sein de cette instance ont considéré qu'il fallait... ont utilisé un peu cet argument marketing pour considérer qu'il allait avoir un vrai pas en avant qui allait être fait, pour peut-être provoquer un électrochoc pour essayer de faire avancer les choses, mais sans mettre derrière les lignes budgétaires, les lignes en termes humains, en termes temporels, pour laisser le temps à ces sportifs et ces sportives d'émerger sur la scène internationale. Donc, en l'occurrence, s'il n'y a pas de vraie politique de démocratisation
du rugby au sein des écoles, au sein des universités, au sein des collèges, au sein des villes, au sein des campagnes, au sein des différentes instances qui font le sport et qui pratiquent le rugby, ce sera quelque chose qui restera lettre morte. En revanche, il est aussi intéressant de noter qu'il y a aujourd'hui une équipe, notamment lors du dernier Rugby Championship, qui a participé et qui a aligné une équipe qui présentait plusieurs, et même une dizaine, si ma mémoire est bonne, sur la trentaine de joueurs sélectionnés, qui n'étaient pas des joueurs blancs ou des joueurs non blancs, comme on les appelle en Afrique du Sud. Donc pour terminer, et j'ai sans doute été beaucoup trop longue sur ce sujet, pour terminer un peu en guise de conclusion ce point, j'aurais tendance à considérer que la Coupe du Monde 95 a été extrêmement importante à bien des égards en termes d'affichage sur la scène internationale du rugby, a permis à l'Afrique du Sud de passer à un niveau de reconnaissance et clairement supérieur, et a permis aussi de redorer l'image qu'elle pouvait avoir à l'échelle politique évidemment, mais également à l'échelle sportive. Mais là encore, il ne faut jamais se fier aux uniques apparences et considérer qu'il s'agit là d'un miracle ou d'une superbe histoire telle qu'elle nous a été contée par le film Invictus, mais au contraire essayer de voir à quel point il y a encore des problèmes persistants au sein du rugby, au sein de la société sud-africaine, qui sont en train d'évoluer, mais là encore cela ne peut se résoudre à un trophée, aussi beau soit-il, dans un contexte aussi complexe soit-il. Merci à tous. Vous avez gagné le droit de voir quelque chose pendant qu'on passe aux questions. Et c'est vrai qu'en tout cas, de toute façon, l'apartheid, moi je me souviens au début des années 80 où je travaillais à Londres, l'apartheid, à l'époque Thatcher, là-bas, on ne parlait pas trop. C'était pas un sujet, en fait. On avait un peu oublié. Mais en revanche, on en parlait à travers Zola Budd, la coureuse aux pieds nus. Et c'est vrai qu'à cette époque, on n'a pas pensé à permettre aux athlètes de courir comme aujourd'hui une bannière de réfugiés, à offrir autre chose à ces athlètes. On n'y avait pas pensé à l'époque. Ouais. C'est surtout qu'il y a un certain nombre de joueurs ou d'athlètes qui n'ont pas pu participer à un certain nombre de compétitions. Et à ce titre, c'était une des explications qui a été donnée à la Fédération sud-africaine de rugby, de dire qu'il fallait, l'équipe de rugby était particulièrement performante, il était nécessaire de rencontrer d'autres équipes, et donc c'était aussi pour ça qu'elle avait organisé une tournée sur son sol. Et à ce titre, là encore, il y a un élément tout à fait particulier, même si on se repose sur l'exemple que je vais vous donner est de 1980, mais la Fédération française de rugby a organisé des matchs sous la houlette de Albert Ferras, qui lui considérait que justement c'était précisément le fait d'aller faire jouer des joueurs, le fait de montrer ce qu'était le monde extérieur, que c'est ça qui allait permettre de faire évoluer les choses, qui était en complète contradiction avec les résolutions des Nations Unies dont je vous ai mentionné ça avait fait grand bruit à l'époque, diviser les confrères, on en avait beaucoup. Finalement, ça nous avait permis de parler de l'apartheid, et c'est vrai que déjà rien que grâce au sport parler de l'apartheid, parce que c'était quelque chose qu'on avait quasiment admis. C'est vrai, on avait beau prendre des sanctions, l'Afrique du Sud, elle existait, puis elle continue à commercer avec beaucoup de gens, etc. Question dans la salle. Oui, bonjour, Claude Vincensini, Clermont-Ferrand. Votre intervention à propos de l'apartheid et de la Coupe du Monde de rugby de 85 vient de me rappeler en mémoire un incident qu'il y a eu en 1971. Je me rappelle parce que j'avais un copain qui jouait dans l'équipe de France. C'est la tournée de l'équipe de France aux Antipodes 1971 qui, dans le 15 de titulaire, avait, je crois, de mémoire, le premier joueur noir, Bourgarel. Et on peut se rappeler l'incident qu'il y a eu, je pense que Jean-Claude s'en rappelle, quand la France faisait donc sa tournée, Nouvelle-Zélande, Australie et Afrique du Sud. Au moment où elle arrive en Afrique du Sud, le gouvernement sud-africain fait noter que M. Bourgarel ne pourra pas jouer. Donc ça a provoqué un incident diplomatique. Au départ, c'était peut-être anecdotique, mais ça a provoqué un incident diplomatique majeur, puisque c'est monté jusqu'aux plus hautes autorités de l'État. Autant je le sais par mon camarade, autant les joueurs du 15 de France que les autorités françaises ont menacé de quitter l'Afrique du Sud si Bourgarel ne jouait pas. Donc là, l'Afrique du Sud a bien été obligée
je disais, de rabattre son apartheid, et Bourgarel a joué. Et derrière ça, il y avait à l'époque déjà l'affaire de la Rhodésie. Indépendance unilatérale, Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud. Bon, aujourd'hui, c'est le Zimbabwe et le Botswana. Cette affaire-là, elle est déjà... Et moi, je m'en rappelle parce que, bon, j'avais quelques points d'attache. Mais c'est vrai que à l'époque, l'Afrique du Sud, c'était pas quelque chose de facile à traiter. Et c'est vrai qu'après, entre 71 et 95, bon, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, vous les avez rappelées. Mais je voulais rappeler cet incident parce qu'il nous touche, à nous, Français, et à nous, sportifs universitaires, parce que Bourgarel, c'était le premier joueur noir. Ben, vous parlez d'Albert Ferras, justement, il était dans le coup. Je veux dire, c'est quelque chose d'important. Voilà, merci. Oui, effectivement, c'était un élément extrêmement important et c'est d'ailleurs ce sur quoi il s'est reposé quand il est allé voir le ministre des Affaires étrangères en 1980 en expliquant que ça avait fait un précédent et que justement, en 1980, c'était aussi une façon de encore enfoncer un peu le clou avec Serge Blanco qui, si ma mémoire est bonne, faisait ses débuts au sein du 15 de France. Et là encore, je ne pourrais jamais aller, malgré tout ce qu'il a fait, contre Albert Ferras étant moi-même à Genèse. Mais ça, c'est un autre problème. Monsieur, vous souhaitez intervenir? Oui, Thierry Zins. Je voudrais juste apporter une petite anecdote complémentaire. Je pense que tu connais le monde du rugby sud-africain beaucoup mieux que je ne le connais. Mais je voudrais un petit peu extrapoler. En fait, j'ai eu l'occasion depuis quelques années de travailler avec l'université de Bloemfontein et avec le comité olympique sud-africain et la Confédération sud-africaine des sports. Et on est quand même confronté encore actuellement à un énorme paradoxe dans la gestion du sport en Afrique du Sud. C'est que ce sont des organes, le comité olympique sud-africain, la Confédération sud-africaine des sports, qui sont à peu près à l'équilibre 50-50 entre personnes noires et personnes blanches. Et néanmoins, on ne parvient pas à faire décoller correctement la pratique sportive des athlètes noirs sud-africains. Et on reste avec un véritable problème qui est un problème sociétal en Afrique du Sud. Et donc, tu nous replaçais dans les années 80. Moi, je n'ai pas connu ces épisodes-là parce que je ne m'y intéressais pas à ce moment-là. Je me suis retrouvé il y a quelques années en Afrique du Sud et on vit les mêmes problèmes aujourd'hui. Alors, de façon moins sensible, bien évidemment, mais il reste un gap énorme. Voilà une petite anecdote à ajouter à la discussion. C'est d'ailleurs ce qui est rappelé par Julien Migosi avec l'ensemble des différentes déclarations extrêmement intéressantes à analyser. Là encore faut-il qu'il y ait des actes sur le terrain avec des dotations pour les écoles de rugby, le fait d'aller faire des détections ailleurs que dans les universités privées à majorité blanche qui sont organisées. Donc là encore, il faut une vraie volonté politique, ce qui est esquissé parfois, mais qui ne va pas forcément suffisamment loin. Oui, Carole, merci pour cette intervention très intéressante. Je suppose que vous travaillez avec Pascal Boniface de par votre affiliation. Et donc, je vais vous interroger un peu sur la primauté du géopolitique. Est-ce que ce sont vraiment les boycotts sportifs et autres qui ont arrêté l'apartheid? Selon ma compréhension, qui peut être imparfaite, parce que vous connaissez beaucoup mieux, j'ai l'impression que la Rhodésie est devenue insupportable suite à la révolution de 1974 au Portugal et l'Afrique du Sud suite à la chute du mur de Berlin. Maintenant, aujourd'hui, on a des pays du Golfe qui sont à toutes fins utiles des apartheids structurels et autres, avec 15% qui ont les droits de citoyenneté. Et est-ce que la continuité de tels systèmes ne reflète pas plutôt la primauté du géopolitique ? Alors, j'ai à peu près 1 heure pour vous répondre. Concernant le premier élément que vous notez, à mon sens, sur l'impact des boycotts, sur la chute des différents régimes, ça, il est intéressant de voir que la doctrine a vraiment évolué au fur et à mesure des années, aussi avec l'ouverture d'un certain nombre d'archives, puisqu'au début, on a vraiment considéré que c'était justement les régimes de sanctions qui ont permis, et notamment des boycotts, qui ont permis
d'apporter une pierre importante à l'édifice, même si en réalité on s'est rendu compte, notamment au regard de différents autres éléments, que d'une part ça ne pouvait pas être la seule réponse qui était fournie, avec l'exemple que je vous ai donné qui est tout à l'heure, qui était celui de la prise de conscience, de la politisation de la société civile qui est aussi évoluée dans le sujet. Et le deuxième élément qui est aussi important, c'est qu'en fait on s'est rendu compte, si on prend le cas du Zimbabwe, de la Rhodésie du Sud, qu'il y a pu avoir une mobilisation autour du chef, et donc un phénomène en sciences politiques qu'on appelle rally around the flag, qui fait que vous êtes pointé du doigt par la communauté internationale, vous êtes mis au banc de la communauté internationale, et donc il va y avoir un système de ralliement autour du chef, derrière le chef, pour justement essayer de résister. Et donc on se rend compte ici sur la question de l'efficacité des sanctions, qu'elle peut être complètement contre-productive. Et donc là encore, c'est une réponse qui va être beaucoup plus nuancée, mais pour répondre très simplement, je ne suis pas certaine que ce soit l'unique, tout le panel des sanctions qui est à eux seuls permis de faire chuter l'apartheid, et comme vous l'avez très bien dit. Concernant la seconde question sur la question est derrière l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar 2022, j'imagine, ou plus largement un certain nombre d'intérêts de plus en plus croissants d'opérateurs, d'États pour le sport. Il y a une question qui revient de manière récurrente sur le sujet, et c'est d'ailleurs pour ça que je posais la question sur le boycott des Jeux de Pékin, qui se pose depuis le lendemain de l'attribution de la Coupe du Monde masculine de football en 2010 au Qatar 2022. À mon sens, alors ça je suis sans doute peut-être très pessimiste, mais le boycott ne marchera pas. Parce que on n'est plus dans un contexte de guerre froide, on n'est plus dans un contexte d'opposition de bloc. Et d'ailleurs, il va être très compliqué d'arriver à avancer sur ce sujet, notamment au regard de ce qui s'était passé en 2018 avec l'affaire Skripal, où l'Angleterre, l'affaire Skripal, qui était du nom de ce espion russe empoisonné sur le sol britannique, et où il y avait Theresa May qui était très rapidement montée au créneau, expliquant que c'était une intrusion intolérable de la Russie sur son sol et qu'il y allait avoir un certain nombre de sanctions. Boris Johnson, à l'époque ministre des Affaires étrangères, avait considéré que c'était effectivement intolérable et que si on allait dans cette logique-là, l'équipe d'Angleterre, tout simplement, allait boycotter la Coupe du Monde masculine en Russie en 2018, qui allait se tenir quelques mois après. La réponse de la FIFA n'a pas tardé, puisque à l'époque, Giovanni Infantino a considéré que si l'Angleterre voulait aller dans ce sens-là, elle serait sanctionnée et elle serait suspendue pendant 4 ans de toute compétition sportive internationale, ce qui avait eu tendance à faire redescendre d'un cran Boris Johnson dans sa dénonciation, et plutôt œuvrer dans le domaine politique et non pas sportif. Et donc, à mon sens, un boycott ne pourra pas avoir lieu. En revanche, et c'est ça qui est aussi intéressant, ce n'est pas parce que la finalité du boycott n'aura pas lieu qu'il n'y aura pas d'appel au boycott. Puisque quand on réfléchit sur les sanctions internationales, et notamment sur la question du boycott, il faut systématiquement se poser la question de quel est l'enjeu, quel est l'objectif. Est-ce que votre objectif, c'est juste de faire annuler l'événement, de faire perdre à l'événement son importance médiatique, politique, économique, ou est-ce qu'au contraire, c'est une façon pour la communauté internationale d'attirer l'attention sur ce sujet, de focaliser les parties prenantes sur ces thématiques-là, et donc de faire évoluer les choses. Et à ce titre, un certain nombre notamment d'ONG, sont plutôt sur cette logique-là. On peut penser sur la question du Qatar. On voit notamment que Amnesty, qui a suivi du coup la Coupe du Monde quasiment depuis l'organisation, et qui a publié des rapports en 2014 et 2017 et 2020 sur le sujet, elle ne parle pas forcément de boycott, mais plutôt elle considère que c'est une parfaite occasion pour elle, d'organiser cette Coupe du Monde, pour s'en servir comme levier, pour pointer du doigt en disant ça c'est pas réglementaire, ça c'est contre le droit international, ce point-là sur le droit du travail n'est pas respecté, vous n'avez pas accueilli l'OIT, de bureau de l'OIT au sein de votre pays, et donc ce sont autant de leviers que les organisations non gouvernementales sont en train d'utiliser. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Oui. Oui, à peu près. Je dirais peut-être qu'elle assez cyniquement que pour autant que la présence de troupes occidentales dans certains pays du Golfe ne dépende pas de passer certaines réformes, de changer le présent système d'apartheid. C'est un peu tiré par les cheveux de vouloir achever ça autrement avec des boycotts. On pourrait plus facilement mettre la pression en disant la présence continue de nos garanties sécuritaires dépend de votre alignement sur certaines valeurs occidentales, ce qu'on ne fait pas. Même si, alors, effectivement, on fait, et là encore, ça fait référence aux différentes questions qui sont posées aux sportifs et notamment aux footballeurs, en se posant la question de savoir est-ce que vous irez. Et je me rappelle de cette question qui avait été posée à Théo Hernandez. Non, c'était à Lucas Hernandez à l'époque, au moment où il y avait eu les manifestations de ces joueurs norvégiens, danois, hollandais et allemands avec les t-shirts qu'ils avaient portés, où on avait posé la question à Lucas Hernandez en lui disant est-ce que vous irez à la Coupe du Monde au Qatar. Et donc la réponse qu'il avait faite, c'était celle de suivre la voie de la Fédération française, qui, elle, considérait qu'il n'y avait pas de raison de ne pas aller au Qatar. Et il y avait eu peut-être pas un procès d'intention, c'est sans doute trop fort que de le dire ainsi, mais il y avait eu certains joueurs avaient un peu été cloués au pilori en considérant qu'ils n'étaient pas capables de prendre position d'un point de vue politique, ce qui est quand même assez intéressant quand on voit qu'il y a effectivement un certain nombre d'hommes et de femmes politiques qui se concentrent sur la question du sport, mais oublient d'interroger un certain nombre d'autres éléments par ailleurs. Ah bon, je vous en prie, oui. Alors, en tant qu'étranger, je ne vais évidemment pas m'immiscer dans la politique intérieure française. Ce serait être peu diplomate. Mais il y a quand même une anecdote qui est assez amusante. À l'occasion des Jeux Olympiques de Pékin, le président de la République française avait suggéré aux athlètes de porter une cocarde sur leur training ou sur leur tenue de défilé lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques pour manifester la désapprobation de la France à l'égard d'un certain nombre de politiques chinoises. Et les athlètes lui avaient répondu « Monsieur le Président de la République, pourquoi voulez-vous nous utiliser? Ne vendez pas vos Airbus et vous aurez la même pression. » Et c'était même pas vendre des Airbus, sauf erreur de ma part, c'était vendre la licence de construction des Airbus à la Chine. Oui, R&D, tout ça. Même si, là encore, et c'est peut-être un des éléments... J'avais écrit un article il y a quelques années de ça, en expliquant à quel point le boycott pour la Coupe du Monde 2022 me semblait pas possible, envisageable. En revanche, les appels au boycott allaient indéniablement se poursuivre. Il y a juste un élément que je n'avais pas du tout anticipé à l'époque, qui était la mobilisation des sportifs et des sportives, qui là peuvent peut-être arriver à changer les choses, et notamment depuis 1 an et demi où on voit qu'il y a une mobilisation plus importante, même si on a vu une mobilisation croissante, notamment lors des matchs éliminatoires, mais qui s'est arrêtée. Il y a eu des matchs éliminatoires au cours des dernières semaines, des derniers mois, et j'ai pas vu de t-shirt, j'ai pas vu de banderole sur ce sujet. Donc la question reste entière de savoir est-ce que cette mobilisation des sportifs et sportives va se poursuivre dans le temps, ou est-ce qu'il s'agissait peut-être que d'un alignement des planètes qui a permis cette libération de la parole. Mais l'alignement des planètes a aussi permis d'envisager la modification de la règle 50.2 de la Charte olympique qui, sous certaines conditions extrêmement contraignantes, donne enfin un espace de parole aux athlètes. Alors on est bien d'accord, les conditions sont très contraignantes, mais c'est un pas et c'est un cheminement. Et là, je ne vais pas anticiper sur ce qu'on va raconter cet après-midi, mais là, le CIO fait de la politique internationale. Pardon. La création de la commission des athlètes qui donne un espace de parole enfin aux athlètes olympiques ou qui ont été olympiques. Après, c'est un espace de parole limité, je suis complètement d'accord. C'est un espace de parole en même temps qui est très cadré, jusqu'à la modification effectivement de la charte olympique. Il me semble qu'il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. C'est un peu plus récent. Oui, peut-être même encore plus récent. Mais justement, je voulais venir sur l'enjeu. On s'aperçoit que c'est au début des éliminatoires de la Coupe du Monde pour 2022 pour le foot qu'il y a ces revendications. Un alignement des planètes, c'est en fait parce qu'il n'y a pas encore d'enjeux sportifs et de performance. C'est au moment où maintenant on est plutôt dans des rencontres décisives qu'il n'y a plus de revendications.
Et c'est-à-dire que... Il y avait l'enquête de la BBC. Et l'enquête de la BBC a fait que, avec derrière, ce qui a amené, mais c'est surtout l'enjeu aujourd'hui sportif, l'enjeu pour les fédérations d'être présentes à cette Coupe du Monde, qui empêche finalement et qui entraîne une véritable chape de plomb pour certains aussi athlètes. J'aimerais intervenir, j'ai des choses à vous dire sur ce sujet. Si je me fais l'avocate du diable, est-ce que vraiment la fédération sportive de Norvège avait une réelle chance de se qualifier ? Oui, avec Haaland, par exemple, l'un des meilleurs joueurs du monde, avec une défense aussi de béton, et c'est en même temps dernièrement qui était dans les... Donc il y avait des... Ils sont encore qualifiés, donc... Enfin, ouais. La chape de plomb, je vais me permettre de vous donner 2-3 anecdotes justement de mon passé de journaliste à l'Association internationale de la presse sportive, où chaque année, enfin avant le Covid, on avait un congrès dans on est toujours invité dans des villes, et il se trouve qu'on est allé beaucoup en Azerbaïdjan, en Bélarus, au Qatar, à Sochi, avant les Jeux Olympiques de Sochi. Les athlètes qui vont prendre la parole, ils dépendent de fédérations, vous l'avez dit, qui sont soumis à des contraintes financières. Ils dépendent aussi de sponsors. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais vous raconter par exemple Sochi. J'y étais allé 2 ou 3 ans avant, hein, où j'ai vu ce qui se passait, où je suis, apprenant le russe à l'époque, je suis allé voir un peu sur le terrain. C'était de l'esclavage. Il y avait les gens qu'on faisait venir des pays de l'Est qui vivaient dans des comment, vous savez, les trucs de chantier là, mais les algécos. Dans des algécos, et parfois même pas des algécos, et qui se chauffaient comme ils pouvaient avec un petit gaz, qui n'avaient rien à manger. On a rasé des villages, on a cassé des montagnes. Et qui a fait ça? Ce sont les sociétés françaises. C'est Pomalski qui est allé, c'est Jean-Claude Killy qui était le conseiller technique. Et maintenant, je vais vous donner je vais vous dire, donc moi chaque fois étant à RSF, j'apportais la mauvaise parole. Donc j'étais le vilain petit canard de la IPS, où j'ennuyais tout le monde, mais finalement maintenant aujourd'hui avec ce qui se passe en Afghanistan, on est content de dire, on fait voilà. Donc je vais en profiter maintenant. Je vais vous parler du Qatar, où je suis allé plusieurs fois à des congrès, à des réunions. C'est formidable, hein, le Qatar. Je connais parfaitement les grands hôtels du Qatar. Je participe une fois, en plus, vous savez, on fait venir les journalistes du monde entier, on leur propose la plage, les hôtels, etc. Et c'est formidable, hein. Après, je participe en direct à une émission à la télévision du Qatar pour parler de la politique environnementale du Qatar. Je pose une question, je dis, mais vous faites tout pour l'environnement, pardon, mais ces grands immeubles en verre qui prennent le soleil, qui vous obligent à avoir de la climatisation, est-ce que là, vous protégez l'environnement quand vous faites ça? On m'a dit, merci monsieur, c'est intéressant. Et puis, bien compris qu'il fallait que je me taise. Je rentre chez moi, je rentre dans ma chambre, j'ai un coup de fil. Est-ce que monsieur Lémire, je ne sais plus qui voudrait vous voir, est-ce que vous pourriez... Je suis invité à aller voir un type à l'autre bout de la ville de Qatar, où j'attends un moment. Je vois passer plein de blancs, quoi, plein d'hommes d'affaires, plein de gars en costume. Ça parle un peu toutes les langues, l'allemand, l'anglais, le français. Donc je vois ça grouille de gens de pays européens qui travaillent là. Je viens voir enfin son éminence l'émir après avoir attendu longtemps et qu'on m'ait pris mon passeport. Et le gars me dit, bon, on a apprécié votre intervention, c'est intéressant, etc., machin. J'étais à France Télévisions à l'époque, ils avaient l'impression que j'étais un grand journaliste de France Télévisions, ils ne savaient pas que j'étais un journaliste de campagne à France 3 Lyon, mais peu importe, ils avaient vu France Télévisions, ça leur avait fait peur. Et ils me proposent, c'est intéressant, on a besoin de conseils comme vous pouvez nous apporter beaucoup, est-ce que ça vous intéresserait d'être un conseiller technique en ce qui concerne le sport, l'environnement, enfin ce qu'on voulait, et on me met les conditions, voyage, hôtel, machin et tout, quoi. Voilà. Alors j'ai pas dit non, hein. Là je n'ai pas dit non devant, il avait pris mon passeport. Donc j'ai dit oui, je vais réfléchir, bien sûr monsieur. Bon, il se trouve que je suis reparti sans le passeport, mais il me l'a rapporté finalement, il me l'a rapporté à l'hôtel. Et donc j'ai évidemment pas donné suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'après on peut dire qu'on va lutter contre tout ça? Je veux dire, maintenant c'est très, vous l'avez dit, finalement c'était quasiment une mystification. Est-ce que c'est cette Coupe du Monde de rugby? On fait des choses comme ça clinquantes, mais dans le fond, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est le politique, on n'a plus le pouvoir. C'est nous les journalistes, nous les hommes d'affaires, nous les gens de pouvoir
qui allons profiter d'un petit peu quelque chose. C'est des marchés, quoi. Sochi, c'est des marchés. La Chine, c'est des marchés. Voilà. Et donc, après, comment est-ce qu'on peut s'élever et comment on va demander aux athlètes de s'élever contre ça, puisqu'ils ont les sponsors qui sont les gens qui ont construit les Jeux Olympiques et puis qui, voilà. Je vous dis juste une réflexion comme ça. C'est pas une question, hein, mais voilà. Oui, monsieur. Oui, pour rebondir là-dessus, l'anecdote vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que c'est peut-être pas mal de la rappeler. Il y a, en fait, ces questions de boycott, ça me fait penser à la question de l'humanitaire. Souvent, on dit, est-ce que les gens font de l'humanitaire pour aller soigner des gens ou pour se soigner eux-mêmes, parce qu'il y a aussi des histoires lourdes derrière. Il y a quelques années, au moment des Jeux de Pékin 2008, il y avait aussi cette campagne pour savoir si les athlètes allaient manifester et tout. Et j'avais lu une interview très intéressante de Tommy Smith, le coureur américain qui, en 68, avait battu le record du monde du 200 mètres et qui était monté sur le podium ganté avec son copain John Carlos. Il avait dit une chose très intéressante. Il avait dit ce que j'ai fait en 68 au Mexique, c'était pour ma condition de noir aux États-Unis. En aucun cas, je serais allé à Pékin manifester contre les Chinois pour leur dire qu'est-ce qu'il faut faire dans leur pays. Et j'avais trouvé ce point de vue très intéressant et ça pose la question de l'efficacité du geste. Est-ce qu'on le fait comme pour l'humanitaire pour soigner le pays où on va, ou est-ce que c'est pour se donner bonne conscience? Je pose la question. Norbert. Juste une courte réponse. C'est passionnant ce débat, mais il y a d'autres conférences qui sont intéressantes. Je propose qu'on fasse une pause prévue, une petite pause café, et puis qu'on reprenne avec d'autres conférences qui doivent arriver là, pour la matinée. On a encore deux autres conférences. Oui, c'est confirmé, donc on a quelqu'un. Donc on va avoir 2 conférences ce matin encore, et puis il y en a encore plusieurs cet après-midi. Donc, vous pourrez continuer cette discussion passionnante. Voilà. Merci beaucoup, Madame Gomez, parce que c'était effectivement passionnant. Puis, vous voyez, ça enchante le débat. Merci.